Shamima Begum est née le 25 août 1999 à Londres, en Angleterre, de parents d'origine bangladaise. Elle a grandi à Bethnal Green, dans l'est de Londres, dans une famille musulmane britannique d'origine bangladaise. Son père travaillait dans le commerce de détail et sa mère était femme au foyer. La famille faisait partie d'une communauté immigrée installée et Begum a été élevée avec ses frères et sœurs dans ce qui a été décrit comme un environnement stable. Elle a fréquenté les écoles locales avant de s'inscrire à l'académie de Bethnal Green, où elle a préparé ses GCSE. Son adolescence s'est déroulée à une époque où la guerre civile syrienne était devenue un conflit international complexe. Et lorsque le groupe militant connu sous le nom d'État islamique avait déclaré un califat sur de vastes parties de la Syrie et de l'Irak. La déclaration de l'État islamique en juin 2014 s'est accompagnée d'une campagne de propagande mondiale visant à recruter des combattants et des familles étrangers. Le groupe utilisait des magazines en ligne, des messageries chiffrées, des comptes sur les réseaux sociaux et des contacts personnels pour cibler les jeunes musulmans en Europe, en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. La propagande présentait la vie dans le califat comme ordonnée, authentiquement religieuse et pleine de sens, tout en minimisant ou en justifiant la violence qui faisait partie du djihad défensif. En décembre 2014, une camarade de l'académie de Bethnal Green, Shamima Begum, sans lien de parenté, s'est rendue en Syrie pour rejoindre Daesh. Son départ a suscité l'inquiétude au sein de l'école et auprès des autorités locales. La police s'est rendue à l'établissement pour parler aux élèves et les avertir des risques de radicalisation. Mais malgré ces interventions, Shamima Begum et deux amis proches, Khadija Sultana et Amira Abbès, ont continué à communiquer avec des personnes liées au réseau en ligne de Daesh. Le 17 février 2015, les trois filles ont quitté leur domicile. Tôt le matin, elles se sont rendues à l'aéroport de Gatwick et ont pris un vol pour Istanbul en Turquie. Des images de vidéosurveillance publiées plus tard les montraient traversant l'aéroport sans difficulté apparente. Leurs familles ont signalé leur disparition plus tard dans la journée et les autorités turques les ont brièvement détenues après les avoir identifiées comme mineurs disparus. Mais elles ont été relâchées et ont ensuite traversé en Syrie avec l'aide de passeurs liés à Daesh. La rapidité et la coordination de leur voyage indiquaient qu'elles avaient été en contact étroit avec des facilitateurs avant de quitter le Royaume-Uni. Des enquêtes ont ensuite suggéré que des réseaux de recrutement en ligne avaient joué un rôle important. Cette affaire est devenue l'un des exemples les plus marquants d'adolescentes britanniques ayant voyagé pour rejoindre Daesh pendant ces années de contrôle territorial maximal. À son arrivée en Syrie, Begum est entrée dans un territoire gouverné par l'interprétation stricte de la loi islamique par Daesh. La ville de Raqqa servait de capitale administrative au groupe. Et les femmes étrangères qui se rendèrent dans les zones contrôlées par Daesh étaient généralement censées épouser rapidement des combattants de Daesh. À l'arrivée, dans les 10 jours suivant l'arrivée environ, Begum a été mariée à Jagori Edaj, un néerlandais converti à l'islam qui avait rejoint Daesh après avoir voyagé depuis les Pays-Bas. Reddick était de plusieurs années l'aîné de Begum qui n'avait que 15 ans lorsqu'elle a quitté le Royaume-Uni. Reddick a déclaré plus tard dans des interviews qu'il avait été radicalisé en Europe avant de se rendre en Syrie et que lui et Begum ont vécu ensemble à différents endroits au fur et à mesure que les lignes de front en Syrie bougeaient. Begum a toujours nié avoir participé à des combats ou à des rôles de maintien de l'ordre au sein des structures de l'État islamique. Et il n'existe aucune preuve publique qu'elle ait personnellement commis des actes de violence. Cependant, elle a vécu sous un régime responsable d'atrocités systématiques, notamment des exécutions de masse, l'esclavage des femmes yézidis, la persécution des minorités religieuses et des attentats terroristes, tant en Syrie qu'à l'étranger. Entre 2015 et 2017, Daesh a commencé à perdre du territoire sous la pression militaire soutenue des forces irakiennes, des milices kurdes et d'une coalition internationale dirigée par les États-Unis. Les frappes aériennes se sont intensifiées, les infrastructures se sont effondrées dans de nombreuses zones contrôlées par Daesh et l'accès à l'électricité, aux vivres, aux soins médicaux et à l'assainissement s'est considérablement détérioré. Les civils sous Daesh ont rencontré plus de difficultés à mesure que la gouvernance du groupe s'effondrait.
Pendant son séjour en Syrie, Begum est tombée enceinte à plusieurs reprises. Elle a donné naissance à 3 enfants, dont les 2 premiers sont décédés en bas âge en raison de la dégradation des conditions de vie et d'un accès limité aux soins médicaux. Les détails exacts des causes du décès n'ont pas été entièrement divulgués au public. Mais la maladie et l'effondrement des infrastructures dans les zones de guerre étaient des facteurs largement rapportés, affectant de nombreux enfants dans les zones contrôlées par Daesh pendant cette période. Début 2019, le dernier bastion territorial de Daesh était assiégé à Baghouz, dans l'est de la Syrie. Begum était alors enceinte de plusieurs mois et a fui la région avec d'autres femmes et enfants, alors que les forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes se rapprochaient. Elle s'est rendue et a été transférée d'abord au camp d'Al-Hol, qui abritait des dizaines de milliers de personnes déplacées liées aux combattants de Daesh. En février 2019, Begum a été retrouvée dans le camp d'Al-Hol par le journaliste du Times, Anthony Lloyd. À l'époque, elle avait 19 ans et était enceinte de 9 mois. Lors de l'entretien, elle a exprimé le souhait de retourner au Royaume-Uni. On lui a également demandé comment était la vie à l'intérieur du territoire contrôlé par l'État islamique. Lors de l'entretien, elle a déclaré qu'elle ne regrettait pas d'avoir rejoint Daesh et qu'elle avait vu, je cite, « des têtes coupées dans des poubelles ». Elle a ajouté que cela ne l'avait pas choquée à l'époque parce qu'elle était devenue insensible et qu'elle considérait cela comme normal dans un environnement de guerre. Ses propos exacts ont été largement rapportés, avec des titres mondiaux comprenant des déclarations telles que « voir des têtes coupées ne m'a absolument pas choquée » et des articles rapportaient comment elle s'y était habituée. Elle a également mentionné avoir vu la tête d'un combattant capturé exposée dans une poubelle à Raqqa. Ces remarques ont provoqué une réaction publique importante au Royaume-Uni, beaucoup interprétant ces propos comme un manque de remords ou d'empathie. Cependant, dans des interviews ultérieures, Shamima Begum a déclaré qu'elle était sous le choc et qu'elle regrettait la façon dont elle s'était exprimée lors de cette première interview. Peu de temps après l'interview, Shamima Begum a donné naissance à son 3e enfant, un fils nommé Jara. Mais malheureusement, en mars 2019, le bébé est décédé d'une pneumonie. Dans le camp, les organisations humanitaires présentes ont signalé de graves pénuries de fournitures médicales et des conditions de vie difficiles. À ce stade, Shamima Begum avait perdu ses 3 enfants en Syrie. La mort de Jara a intensifié le débat au Royaume-Uni. Certains ont soutenu que le refus du gouvernement de lui permettre de revenir avait indirectement contribué à la mort du nourrisson, tandis que d'autres affirmaient que ses propres décisions de rejoindre Daesh étaient la cause principale de la tragédie. Dans tous les cas, la réponse politique est venue rapidement. Le 19 février 2019, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Sajid Javid, a exercé les pouvoirs prévus par le British Nationality Act de 1981 pour priver Shamima Begum de sa citoyenneté britannique. Au motif que cela était, je cite, « favorable au bien public », le ministère de l'Intérieur a soutenu qu'en raison de sa dissidence, elle était éligible à la citoyenneté bangladaise et ne deviendrait donc pas apatride. Le gouvernement du Bangladesh a répondu publiquement en déclarant que Begum n'était pas citoyenne bangladaise et qu'elle ne serait donc pas autorisée à entrer au Bangladesh. En conséquence, Begum s'est retrouvée effectivement apatride. Bien que le gouvernement britannique ait maintenu que le critère juridique avait été satisfait, l'équipe juridique de Begum a fait appel contre l'ordre de déchéance. Ils ont soutenu qu'elle avait été manipulée et victime de traite alors qu'elle était mineure, et que la révocation de sa citoyenneté pendant qu'elle était détenue à l'étranger l'empêchait de mener une contestation juridique efficace. L'affaire allait passer par plusieurs étapes du système judiciaire britannique. En juillet 2020, la Cour d'appel a statué que Shamima Begum devait être autorisée à revenir au Royaume-Uni afin de poursuivre son appel. Invoquant l'importance de l'équité procédurale, le gouvernement ferait appel de cette décision devant la Cour suprême. En février 2021, la Cour suprême a statué à l'unanimité que les préoccupations de sécurité nationale l'emportaient sur le droit de Shamima Begum de revenir au Royaume-Uni afin de participer en personne à son appel. Le jugement a souligné que la Cour devait considérer l'évaluation des risques pour la sécurité faite par le ministre de l'Intérieur. En conséquence, Shamima Begum n'a pas été autorisée à revenir au Royaume-Uni.
Son affaire a ensuite été examinée par la Commission spéciale des recours en matière d'immigration, SIAC, qui traite des affaires impliquant des preuves de sécurité sensibles qui ne peuvent ne pas être divulguées publiquement. En février 2023, la SIAC a statué que la décision de priver Shamima Begum de sa citoyenneté avait effectivement été légale. La commission a reconnu qu'il y avait des raisons crédibles de croire qu'elle avait été manipulée et victime de traite à des fins d'exploitation sexuelle enfant. Mais ils ont conclu que cela ne rendait pas la décision du ministre de l'Intérieur illégale. Shamima Begum a toutefois fait appel une nouvelle fois en février 2024. La Cour d'appel, cependant, a rejeté son appel. Confirmant la décision du SIAC, la Cour a conclu que le ministre de l'Intérieur avait agi dans le cadre de ses pouvoirs légaux. En 2026, Shamima Begum se trouve toujours dans le nord de la Syrie et a épuisé la plupart des recours juridiques nationaux. Des rapports indiquent qu'une demande auprès de la Cour européenne des droits de l'homme a également été envisagée, bien qu'aucun résultat final n'ait été rendu public. Tout au long de ces procédures, les parents de Shamima Begum sont restés au Royaume-Uni. Ils ont toujours soutenu que leur fille avait été manipulée en ligne et radicalisée alors qu'elle était enfant. Ils ont déclaré qu'elle devrait être ramenée en Grande-Bretagne pour faire l'objet d'une enquête ou de poursuites si nécessaire, plutôt que d'être laissée indéfiniment dans un camp. Ils ont également parlé de la mort de leurs 3 petits-enfants, décrivant le poids émotionnel que cela a eu sur la famille. Jagour Yedik a été capturé par les forces kurdes et détenu séparément. Il a accordé des interviews exprimant des regrets d'avoir rejoint Daesh et a fait face à la perspective d'être poursuivi aux Pays-Bas. Il a déclaré publiquement qu'il souhaitait que Begum puisse retourner en Europe. Les conditions dans le camp d'Al-Raj, où Begum est détenu, restent difficiles. Le camp abrite des femmes et des enfants liés aux combattants de l'État islamique et est gardé par des forces kurdes disposant de ressources limitées. Les rapports des organisations humanitaires décrivent une surpopulation, un accès limité aux soins de santé, une mauvaise hygiène et des incidents de sécurité sporadiques. Certains pays européens, dont le Royaume-Uni, ont rapatrié des femmes et des enfants du camp, poursuivant souvent les adultes à leur retour. Avec le temps, les déclarations publiques de Begum ont évolué. Dans des interviews ultérieures, y compris un documentaire diffusé en 2021, elle a exprimé des regrets et a déclaré qu'elle ne soutenait pas l'idéologie de Daesh. Elle a décrit s'être sentie influencée et trompée. Cependant, les critiques soutiennent que ces déclarations sont en contradiction avec ses propos antérieurs. Bien qu'il y ait des partisans qui soutiennent que ses premières interviews ont eu lieu dans des circonstances stressantes et qu'elle a depuis réfléchi à ses actes. Il y a également eu un changement dans les vêtements de Begum. Après avoir quitté le Royaume-Uni en 2015 pour rejoindre Daesh, elle a adopté des vêtements associés à l'interprétation stricte du groupe concernant la tenue islamique, y compris le niqab noir. Pendant cette période, Daesh imposait des codes vestimentaires très stricts pour les femmes, et les vêtements de style occidental étaient généralement interdits dans les territoires qu'il contrôlait. Lors de ses premières interviews, Begum portait encore des vêtements islamiques. Cependant, dans des interviews ultérieures depuis le camp de réfugiés, Begum a été vue portant des vêtements de style occidental, notamment un jean, une chemise et un chapeau. Ses cheveux étaient lissés et ses ongles étaient de vernis. Ce changement de style a attiré une attention médiatique importante, certains commentateurs se demandant s'il reflétait un changement de conviction, une adaptation pratique à sa situation ou une tentative d'influencer la perception du public. Au milieu de ces démarches juridiques pour revenir au Royaume-Uni, il ne fait aucun doute que l'affaire Begum a divisé les opinions. Les critiques soutiennent que priver des individus de leur citoyenneté affecte de manière disproportionnée ceux issus de l'immigration et que cela pourrait créer un système de nationalité à 2 vitesses. Des experts internationaux en droits de l'homme, y compris des rapporteurs spéciaux de l'ONU, ont critiqué l'approche du Royaume-Uni, estimant que Begum pourrait avoir été victime de traite et que le Royaume-Uni a l'obligation d'enquêter sur son recrutement et de la protéger en tant qu'enfant. Ils ont également exprimé des inquiétudes concernant la détention indéfinie dans les camps syriens.
Quoi qu'il en soit, en 2026, Shamima Begum se trouve toujours dans le nord de la Syrie et ne possède plus la citoyenneté britannique. Elle a perdu ses 3 enfants et son mari reste détenu séparément. Et le débat autour de son cas continue d'influencer les discussions sur la radicalisation, la responsabilité, la traite, l'apatridie et la responsabilité des États envers les citoyens qui ont rejoint des organisations extrémistes alors qu'ils étaient un mineur. Mais à la base de tout cela, il y a une série de faits incontestés. Elle a quitté le Royaume-Uni volontairement à 15 ans pour rejoindre Daesh, elle a épousé un combattant néerlandais et elle a vécu sous le régime de Daesh jusqu'à son effondrement. Elle a donné naissance à 3 enfants, qui sont tous morts en bas âge. Et jusqu'à ce qu'elle se rende compte que cela donnait une mauvaise image, elle a dit aux journalistes qu'elle ne regrettait pas d'avoir rejoint Daesh et qu'elle n'était pas troublée par les atrocités commises par Daesh. Le gouvernement britannique a été très clair sur le fait qu'il ne voulait pas que Shamima Begum retourne dans son pays de naissance. Et donc, pour l'avenir prévisible, elle restera en détention, au centre de l'une des affaires de sécurité nationale les plus importantes et controversées de l'histoire britannique moderne. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée informative, merci de laisser un j'aime ou un commentaire ci-dessous. Tout notre contenu, de la recherche et la rédaction du script jusqu'au montage et à la narration, est entièrement réalisé par des humains sans recours à l'IA. Alors, si vous souhaitez soutenir notre chaîne, pensez à vous abonner et à utiliser l'icône de cloche pour recevoir des notifications lors de la sortie de la prochaine vidéo de Guerre du Monde. Merci de votre fidélité.